Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je retrouve dans un nouveau point lecture avec 2 mangas, 2 BD et 2 romans à vous présenter. Et on commence tout de suite. Ayant bien aimé le tome 1 qui était quand même assez introductif, j'ai eu envie de me plonger dans la suite de Our Colorful Days, le tome 2 donc de Gengoro Tagame chez Akata. Ici on y découvre Sora. Sora est un jeune garçon qui s'est rendu compte au fil des ans que il était homosexuel et que c'était les garçons qui l'intéressaient, non pas les filles. Personne n'est au courant, pas même sa meilleure amie qui s'appelle, je ne sais plus, Nao. Et un beau jour, il va faire la rencontre de le patron, donc le patron d'un café notamment. Et il va pouvoir à ses côtés avoir des conversations et se sentir beaucoup plus libre. Dans le premier tome, on rencontre vraiment les personnages, le contexte, etc. Et ça m'avait bien plu malgré le côté introductif, donc j'avais hâte de poursuivre et d'en découvrir plus. Dans ce tome 2, on creuse un peu plus les choses au niveau de Nao, Sora, aussi bien que le patron. On en apprend d'ailleurs beaucoup plus sur lui, alors qu'il était... il est arrivé seulement en cours du premier tome, donc on ne savait pas grand chose sur lui dans le premier tome. Ici on en apprend davantage et notamment sur son passé. Je dois dire que j'ai beaucoup aimé retrouver les personnages. J'ai trouvé que... voilà, le patron, en fait, ce qu'on va découvrir, c'est quand même... pas totalement, mais il avait quand même donné des informations qui pouvaient conclure justement à ce qu'on y découvre. Donc j'ai pas été méga surprise, beaucoup moins que Sora pour le coup, mais voilà, j'ai trouvé que c'était quand même bien amené, que le personnage, le côté psychologique des personnages était quand même plutôt bien travaillé, donc ça j'ai bien aimé. Voilà, j'ai adoré les suivre, en découvrir plus sur eux. Alors je vais essayer de vous montrer... de voir aussi la relation d'amitié entre Sora et Nao se développer, entre Nao, Sora et le patron, mais également de voir les différentes choses qui s'y passent, comment il essaye de faire face à son quotidien, ses parents, etc. Sora, ce qui se passe au lycée notamment, et j'ai trouvé que c'était plutôt très chouette. Et donc, bien entendu, vu que j'ai juste derrière appris que la série était en 3 tomes, je me le suis commandé et donc j'ai lu le 3e tome. Donc on y suit les personnages à la suite de ce qui s'est passé dans le tome 2. Donc j'aime bien parce qu'on n'a pas vraiment de coupure, on les reprend juste après et ça c'est plutôt chouette. Donc là les personnages font face à ce qui a été découvert notamment dans le second tome. Ça a chamboulé un petit peu Sora. Sora, il lui a fallu du temps pour analyser la situation, pour essayer de réfléchir sur l'ensemble de la situation, du contexte plutôt que sur un événement. Ça lui a pris un peu plus de temps que peut-être à quelqu'un d'autre, peut-être moins qu'à d'autres d'ailleurs. Et on va le voir avec tout ce que ses réflexions ont amené chez lui, comment il va gérer les choses, comment s'annonce l'avenir pour lui, et c'était vraiment chouette. Je vais essayer de vous montrer d'autres planches mais qui ne spoilent pas. Voilà par exemple, j'aime beaucoup les dessins, parce que pour le coup Gengoro Tagame fait autant les illustrations que... là ça risque de spoiler certaines choses. Voilà, je sais plus ce que je disais, c'est malin. Oui, l'auteur écrit et fait ses propres illustrations et je dois dire que j'ai beaucoup aimé. C'est des traits qui me plaisent beaucoup au niveau des visages, des expressions. Donc je suis plutôt très très contente. Voilà, si vous aimez les courtes séries de mangas qui parlent d'homosexualité, d'acceptation de soi, d'acceptation des autres, je peux que vous la recommander. Voilà, 3 tomes, c'est terminé. C'est assez rare dans les séries de mangas d'en avoir des aussi courtes. Et c'est une thématique... toujours d'actualité, donc je trouvais ça plutôt très sympa à découvrir et du coup maintenant je vais me plonger sur Le mari de mon frère, l'autre saga de manga en 4 tomes du même auteur. Alors par contre je ne sais plus si c'est aux éditions Akata ou pas, mais voilà, j'ai envie d'en découvrir plus sur cet auteur et illustrateur. Je sais pas opposer mes livres, c'est génial. Hop. Ensuite, je suis partie sur une BD, donc j'ai acheté un tome 2. Mais avant de plonger dans le tome 2, j'ai eu envie de relire le tome 1. Donc on a Lulu et Nelson. Donc le tome 1, Un cap sur l'Afrique de Girard Aumont et Néré. Donc il m'avait été offert par Marilyn l'an dernier. Je l'avais déjà lu, je vous l'avais déjà présenté. Donc ici, on va y découvrir l'histoire de Lulu et Nelson.
Donc dans cette BD, on va y découvrir l'histoire de Lulu. Lulu est une jeune fille dont les parents sont dompteurs de lions. Ils ont donc un cirque et malheureusement, Lulu va perdre sa mère. Et malheureusement, quelques temps plus tard, un incendie va ravager le cirque et il n'y aura plus du tout d'animaux puisque malheureusement, ils vont tous périr. Et Lulu, pour sauvegarder l'affaire familiale et parce qu'elle rêve de devenir également dompteuse, bien que cela ait coûté la vie de sa mère, elle décide de vouloir mettre le cap sur l'Afrique pour aller chercher des lions, puisqu'elle a entendu que c'était là que les lions vivaient. Donc elle s'est dit, bah, on va en Afrique, on en ramène et c'est reparti. Donc voilà, c'est l'innocence d'une jeune fille qui ne sait pas forcément toujours comment tout se passe. Mais voilà, elle décide d'aller en Afrique coûte que coûte. Son père n'est absolument pas d'accord, donc elle essaye de passer et d'y aller toute seule, sans prévenir personne, excepté un ami à elle, qui lui va quand même prendre la décision de prévenir le père, quoi qu'il en coûte. Le père va retrouver sur le cargo Lulu à la dernière minute et ils vont se retrouver tous les deux embarqués en direction de l'Afrique. Malheureusement, les choses ne vont pas du tout se passer comme Lulu l'avait prévu. Elle va être séparée de son père et elle va faire la rencontre de Nelson. Nelson qui va la conduire à une personne pour essayer d'arranger cette situation très compliquée. C'était assez introductif comme premier tome, ce qui est jusque-là assez normal puisqu'on découvre ce qui s'est passé, comment les personnages en sont arrivés là, qu'est-ce qui va leur arriver, comment cette petite fille a fait des choix peut-être un peu irréfléchis qui peuvent mettre la pagaille bien comme il faut. Et j'avais bien aimé ce premier tome, en plus j'adore les illustrations que je trouve magnifiques. Et j'avais du coup envie de découvrir ce second tome. Second tome qui vient juste de sortir, donc c'est aux éditions Soleil Collection Métamorphose. J'essaie de vous montrer un peu les planches. Je ne vais pas tout vous montrer, mais voilà. Et j'ai beaucoup aimé l'histoire, la façon dont c'est fait, la manière dont c'est raconté. Il y a quand même des choses assez graves qui s'y passent. Pour autant, Lulu ne perd pas espoir, elle veut y croire, elle veut penser qu'elle arrivera à sauver sa famille et à sauver tout ce qui leur tient à cœur, et j'ai trouvé ça très 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 chouette à découvrir. Donc forcément, je me suis le tome 2 qui est Le Royaume des Lions. Donc ici on retrouve Lulu et Nelson à la suite des épisodes du tome 1. La situation n'est pas encore arrangée, hein, clairement. La pagaille est toujours présente, il se passe pas mal de choses. Et Lulu espère que tout rentrera dans l'ordre au plus vite. Elle se lie de plus en plus d'amitié avec le jeune Nelson. Et ils vont tous les deux essayer de s'approcher des lions. J'ai aimé cette suite de l'histoire. Il y a de nouveaux dangers qui font leur apparition. Il y a notamment tout ce qui tourne autour de l'esclavagisme, de la manière dont sont traités les noirs à cette époque. C'est-à-dire qu'en gros c'est juste des... comment dire, on les prend vraiment pour faire juste la sale besogne. Ils n'ont pas leur mot à dire, on leur demande pas leur opinion et ils subissent une véritable oppression. Donc je trouve ça très intelligent et intéressant de le mettre dans une BD qui peut être lue également par des enfants et pas forcément que par des adultes. Et ça leur donne un premier aperçu de ce que ça a pu être. Et ça, je trouve que c'est plutôt très intéressant à suivre. On a ce petit lionceau là qui est juste mignon sur la couverture. Lulu va également apprendre pas mal de choses, notamment vers la fin de ce tome 2, concernant ces animaux sauvages. Sur ce qu'est leur vraie nature, sur ce à quoi ils sont prédisposés, on va dire, et non peut-être pas forcément leur place dans un cirque. Il y a toute une réflexion aussi autour de ça, donc j'ai trouvé qu'on mêlait quand même des sujets d'actualité assez forts, ainsi que des sujets du passé, le tout dans une BD qui peut être lue par enfants, adolescents ou adultes, et avec des crayonnés, des dessins à tomber par terre, quoi. Et j'ai trouvé ça très très chouette. Maintenant j'ai hâte d'avoir la suite et de découvrir clairement comment toute cette histoire va se finir. Est-ce que ça se finira bien? Est-ce que ça se finira mal? Honnêtement, je ne parierai ni sur l'un ni sur l'autre. Je ne sais pas du tout comment les auteurs et illustrateurs comptent
terminer cette série. Je ne sais pas non plus combien il y aura de tomes. Mais voilà, si vous voulez une BD un peu différente de ce qu'on peut découvrir actuellement en jeunesse, ben je vous la recommande chaudement. Et puis bon voilà, les couvertures sont canonissimes. Voilà pour les 2 tomes de cette BD. Et maintenant je vais vous parler des 2 romans que j'ai lus. Donc par contre c'est des romans numériques, donc je vous glisserai les couvertures ici. Donc on va commencer par We Wish You a Molly Christmas de Carole Cerruti en auto-édition. Donc le livre m'avait été gentiment offert par l'autrice, que je remercie très chaleureusement. Donc ici on y suit Molly qui va perdre son travail et perdre son petit ami. Pas forcément la meilleure façon qui soit, et peu de temps avant les fêtes de fin d'année. Elle habite où il fait chaud. Elle, Noël, elle adore ça, hein. Mais plus quand il fait chaud que quand il fait froid. Donc c'est plus sur les plages ensoleillées que en montagne, là où il fait bien froid. Et elle va décider de tenter pour le tout, puisqu'elle a une véritable passion pour la cuisine. Elle va tenter de se faire engager comme cuisinière au sein d'une famille qui ne fête pas Noël et qui habite en pleine montagne, en hauteur, où il fait froid, où il neige avec abondance. En gros, tout ce qu'elle essaye de fuir jusque-là. Mais bon, elle va prendre son courage à deux mains et elle va rencontrer cette famille. Alors, vous me connaissez, moi et les noms, c'est une catastrophe. Donc, bien entendu, j'ai oublié les noms de quasiment tous les personnages, hein, pour changer. Mais voilà, elle va faire la rencontre de cette famille qui ne fête plus Noël pour des raisons malheureusement assez tragiques. Elle va découvrir les parents, les grands-parents, elle va découvrir les enfants, elle va découvrir aussi une petite fille, une charmante petite fille qui malheureusement ne parle pas et qui n'a plus parlé depuis longtemps puisqu'elle n'était pas muette de naissance. Elle l'est devenue à la suite des événements tragiques qui se sont produits. Et on va essayer de... Enfin, on va suivre Molly qui va essayer d'apporter un peu de joie de vivre, un peu de magie de Noël dans cette famille qui déteste ouvertement cette période. Elle va essayer de redonner le sourire à cette petite fille. Elle aime beaucoup les grands-parents de la famille qui sont assez atypiques, assez surprenants en vue de leur âge. Et ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Que ce soit la petite fille ou les grands-parents, c'est une véritable bouffée d'air pur dans ce roman. Molly est gaffeuse, elle est parfois maladroite. Et pourtant, elle a un cœur énorme, elle ne mâche pas ses mots. Et puis, elle garde cet espoir en elle d'améliorer le quotidien pour cette famille. Et j'ai vraiment aimé tout. J'ai aimé les personnages, j'ai adoré certains autres. J'ai aimé la façon dont Molly voit les choses, la manière dont elle va essayer de faire son petit bout de chemin au sein de cette famille. On y a aussi tout l'univers de la cuisine et de la pâtisserie qui est assez présent, puisque notamment c'est le boulot de Molly dans cette famille. Ça c'était très chouette, même si on a vite la dalle en fait en lisant ce livre, on a vite faim. Et à plusieurs reprises j'ai piqué des cochonneries à manger, des gâteaux, des bonbons, parce qu'elle me donnait juste très faim Carole avec cette histoire. Mais voilà, c'était vraiment un ensemble de choses, que ce soit le contexte, l'intrigue, les personnages, le côté Noël, magie de Noël, ambiance de Noël. Enfin, j'ai été charmée du début à la fin et j'ai passé un excellent moment de lecture avec ce titre. Donc si vous ne connaissez toujours pas, je vous le recommande très chaudement. Et j'avais d'ailleurs fait un post à ce sujet sur Instagram, donc si j'y pense, je vous le laisserai en barre d'infos. Mais voilà, une chouette lecture de Noël à découvrir. Alors, Noël est déjà passé, mais on est encore en plein hiver, il fait froid, il neige, donc ça reste la saison encore parfaite pour le découvrir. Et le dernier titre que j'ai lu, il s'agit de Voyageuse, le tome 1 de Iman Eyitayo aux éditions Plume Solidaire. Donc c'est un titre que j'avais déjà lu à sa sortie il y a déjà 3 ans de cela, même un petit peu plus maintenant. Ça doit faire 3 ans et quelques mois. Le tome 2 est sorti malheureusement, si je me souvenais de certaines grandes lignes de l'histoire, j'en avais oublié pas mal d'éléments qui, je pense, m'auraient posé problème pour la lecture du second tome. Donc j'ai préféré relire le premier tome. Donc ici on y découvre... Ah, le problème c'est que je ne sais pas du tout si je vais prononcer les noms correctement. Donc on a Canine, je ne sais pas du tout comment ça se prononce. Ça s'écrit K-A-N-Y-I-N. C'est ça, je crois, de mémoire.
donc je ne sais pas comment ça se prononce, je suis désolée. Donc on la suit, elle vit à Montréal avec sa maman et pour l'été elle retourne au Bénin, sa terre natale, chez son père puisque ses parents sont divorcés. Son père est un illustre chirurgien qui passe énormément de temps à la clinique. Malheureusement les liens qu'ils ont pu avoir se sont au fil du temps égrenés et aujourd'hui il ne subsiste pas grand chose de ce lien, ils ne savent pas vraiment trop quoi se dire et ils cohabitent plus qu'autre chose ensemble, elle et son père. Elle va essayer de vouloir retourner voir son ami et son chéri d'il y a quelques années en arrière, June, et elle apprend que malheureusement il a sombré dans le coma 2 semaines avant qu'elle vienne en vacances et que personne ne trouve la raison à son coma ni comment le soigner ou comment le guérir tout simplement puisque déjà il ne trouve pas la cause de ce coma. Elle va décider d'aller lui rendre visite à l'hôpital, elle va vouloir lui parler et un événement étrange va se produire puisque lorsqu'elle avait quitté le Bénin 6 ans auparavant de mémoire, June lui a offert un bracelet identique au sien et elle le porte le jour où elle va à l'hôpital. Les bracelets vont s'entrechoquer et elle va se retrouver téléportée dans une dimension parallèle, la prison des âmes, où elle va notamment retrouver June, qui se fait appeler sous un autre nom. Et elle va découvrir tout un univers qu'elle ne soupçonnait pas, avec des personnages qui se retrouvent là enfermés. Il s'avère qu'en fait dans le monde réel, ils sont tous dans le coma depuis plus ou moins longtemps, puisque le temps ne s'écoule pas pareil dans le coma que dans la prison des âmes. Parce que dans le cas de June par exemple, ça fait 2 semaines dans le monde réel qu'il est dans le coma, alors que lui ça fait 1 an qu'il erre dans la prison des âmes. Donc vous voyez, il y a quand même une sacrée différence de chronologie, de temps qui passe. Et elle va essayer de comprendre comment elle a pu se retrouver là, quel est le but de cette prison des âmes, quels sont les enjeux, comment elle peut faire pour aider ces personnages, enfin ces personnes, à rompre leur coma et à retourner chez eux auprès de leurs proches. Et on va découvrir tout un univers fantastique que moi personnellement j'ai adoré. Il y est question de voyageuses, il y est question de runes, il y est question de pouvoir notamment, de pouvoir des runes liées au sang d'une voyageuse. On a toute une... on a aussi une assemblée de personnes. On a des gardiens, enfin on a vraiment un univers qui est quand même très détaillé, très développé, donc ça c'était vraiment chouette. On a des personnages assez différents les uns des autres, il y en a qui vont être très extravertis, pardon. Il y en a d'autres qui au contraire ne vont quasiment jamais parler. Il y a des personnages qui sont doux, il y en a certains qui ont un sale caractère et un gros caractère, avec lesquels il peut notamment de temps en temps y avoir des clashs. Personne n'a tout à fait la même vision des choses et puis ils ne sont tous pas là depuis la même durée. Il y a également une raison à leur présence dans la prison des âmes qui découle notamment de June. On va l'apprendre au fur et à mesure des choses, enfin au fur et à mesure des pages. Notre héroïne va beaucoup en apprendre au fur et à mesure parce qu'elle retournera et dans le monde réel et dans la prison des âmes. C'est pour ça que ce tome s'appelle Voyageuse tout simplement. Et on va découvrir pas mal de choses qu'elle découvre dans un monde puis dans l'autre. On va suivre la quête qu'elle va mener pour essayer de tous les sauver et les délivrer de cette prison. Et j'ai vraiment trouvé ça vraiment très chouette. C'est très addictif et j'étais prise dedans. Pourtant j'avais déjà lu ce premier tome, donc en soi je connaissais l'histoire. Mais je sais pas, j'ai été reprise dans cet élan et cette addiction que j'avais eu la première fois à la lecture. Donc ça c'était vraiment très chouette de retrouver cet engouement pour l'histoire que j'avais pu déjà découvrir. Et voilà, si vous voulez une histoire qui change un petit peu, oui les questions de magie, les questions de gardiens, d'âmes, etc. Mais qui en même temps diffèrent avec peut-être des coutumes et des croyances différentes des nôtres, puisque ça se passe au Bénin, donc chaque population a ses croyances, a ses coutumes, etc. Donc j'ai trouvé ça très intéressant de découvrir d'autres choses. C'est ce que j'aime beaucoup, notamment dans les histoires d'Iman, parce qu'elles sont souvent situées au Bénin. Et voilà, c'est quelque chose que moi je ne connaissais pas du tout avant de la lire. Et je trouve vraiment ça chouette de pouvoir en apprendre davantage. Et l'histoire vaut vraiment le détour. D'ailleurs j'ai enchaîné avec le tome 2 qui est ma lecture en cours. Et franchement j'ai très hâte de poursuivre. Ce sera une série en 3 tomes. Le 3e tome est en train d'être... il est en cours d'écriture par Iman. Et j'ai vraiment hâte de voir où tout ça va nous mener.
Et qu'est-ce qui nous est encore caché? Je pense que je vais le découvrir en même temps que notre héroïne, mais j'ai vraiment hâte de m'y replonger. Voilà, ce point lecture est à présent terminé. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, pour Voyageuse, j'avais fait un avis écrit. Donc pareil, si j'oublie pas, je vous laisse en barre d'infos, comme ça vous pourrez aller le voir sur le blog, si jamais vous voulez un peu plus d'infos dessus. Cette vidéo est donc à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez les titres que je vous ai présentés, si certains vous font envie. Si vous les avez lus, si votre avis est le même que le mien, ou au contraire s'il est plutôt différent, je me ferai comme d'habitude une joie d'en parler avec vous dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à me dire quelles sont vos dernières lectures. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, une bonne fin de semaine et de très belles lectures à venir. A bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.